La maison semble inhabitée, le moteur en est parti. Il n'y a plus de jurons tonitruants qui déchirent l'air. Il n'y a plus de conférences au sommet chaque matin avec un petit café et tout le personnel. Ma mère leur a expliqué qu'ils risquent de ne pas être payés durant les 6 mois qui viennent, car tous les comptes sont bloqués. Mais elle sait qu'il y a une confiance réciproque installée depuis toujours, et le personnel le sait aussi. Ma mère a pris son courage à bras le corps, comme elle sait si bien le faire. Elle porte des lunettes toute la journée, parce que toute la journée elle lit. Elle épluche des fiches de compte, elle relit des contrats et tente de comprendre en feuilletant nerveusement un dictionnaire anglais-français. Au fur et à mesure que les jours passent, ses lunettes lui tombent du nez parce que son nez s'amincit. Elle a abandonné ses grands tabliers cache-poussière pour une tenue de chef d'entreprise en deuil, c'est-à-dire un tailleur noir, un chemisier noir, des bas noirs dans des chaussures noires. Elle fume 2 fois plus que le mois précédent. Et elle a demandé à sa mère de venir auprès d'elle. C'est comme ça que ma bobonne et mon bon papa s'installent à nouveau à la maison, comme quand on habitait à Ixelles. Mon grand-père parle peu. Il fait de l'artériosclérose, mais son perroquet, qui était le mien et dont il a hérité, ne manque pas de conversation. Et alors surtout des gros mots, des raclages de gorge, des pets tonitruants, à la suite de quoi il se traite de saligo, avec l'intonation de mon grand-père. Ma mère a engagé une bonne pour le ménage. C'est un personnage de bande dessinée. Elle pourrait être la mère de Quick et Fluke. Il lui reste à peine 6 ou 7 dents, couleur café sans lait. Parce qu'elle fume du pur noir qu'elle roule elle-même. Elle cale sa sèche dans une encoche entre 2 dents et rallume la bête toutes les 5 minutes en penchant la tête pour ne pas cramer ce qui lui reste de cheveux décolorés. Elle a 50 ans, elle en paraît 65, elle s'appelle Jeanneke et nous allons tomber sous son charme. Elle est d'une gentillesse à toute épreuve, jamais fatiguée, toujours souriante et sifflant les airs à la mode comme un pinson qui serait sourd. Elle a sa petite chambre à la maison et elle remercie le ciel de lui avoir fait le cadeau de la mettre sur notre route. Mais au bout de quelques semaines, elle a commencé à devenir nerveuse. Et ma mère, qui est très diplomate et experte en relationnel, est parvenue à lui faire dire qu'elle souhaitait pouvoir sortir les samedis soirs pour aller danser. Pas loin, disait-elle avec son accent bruxellois. Juste au bout du chemin, le chemin Van Remenant. Et là, il y a un cavitch. Et j'ai beaucoup de mes amis à moi qui viennent là le samedi. Et alors, on fait la java. Tu sais, patronne, que moi, je n'ai que 50 ans, hein, et j'aime encore bien rencontrer des hommes, hein. En me levant le samedi suivant, que vois-je dans la cuisine? Ma mère qui mettait des bigoudis à Jeanneke. Elle lui avait redécoloré les cheveux pour éliminer les grosses racines noires et lui avait préparé une de ses anciennes robes pour que Jeanneke soit toute propre sur elle pour aller faire la fête avec ses amis. Jeanneke rentrait parfois au lever du jour, en titubant saoul comme 3 Polonais. Et il lui est arrivé de dormir sur le talus le long du chemin, au grand drame de ma mère, qui avait une faculté d'empathie très développée et ne pouvait s'empêcher de se mettre à sa place. Jeanneke est restée 5 ans à la maison. Ma grand-mère Rosine, dit Bobonne, mère de ma mère, avait rassemblé toutes ses économies pour sauver la famille de l'impasse financière qui la menaçait. Ma mère avançait lentement, très lentement dans son apprentissage de femme d'entreprise. Et elle avait fait un pacte avec le bon Dieu qu'elle avait bien connu quand elle était pensionnaire au Parnasse et qu'elle apprenait le piano et la mode. Ce pacte, elle le lui avait dit dans le creux de l'oreille, juste en dessous des épines, que s'il la sauvait de cette impasse, elle ferait un pèlerinage à Lourdes pour le remercier et s'excuser d'avoir épousé un mécréant. On est au tout début du mois de juillet. Je viens de recevoir mes résultats scolaires, je suis 2e sur 24 en fin d'humanité. Je suis très fière de moi. En septembre, j'entrerai dans le supérieur pédagogique pour devenir prof, si Dieu le veut. Et pour l'instant, je suis à l'arrière de ma 2 chevaux. C'est ma mère qui conduit, et ma grand-mère, Rosine, elle est à la place du mort. La Citroën nous berce en douceur. On a fait une centaine de kilomètres et on roule sur les petites routes françaises.
parce que les autoroutes n'existent pas encore. Il fait chaud, très chaud, et on a enroulé la capote de ma voiture. J'ai dû maintenir mes cheveux avec un foulard. C'est mon seul ornement de coquetterie, et encore, je ne l'avais pas prévu au départ. Mais je l'ai trouvé sous le siège avant. Dans le coffre, il y a une seule valise qui cliquote quand on la secoue, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a aussi le vieux sac noir de ma grand-mère, qui contient son strict nécessaire. En fait, le voyage était précipité. On n'a pas pris la peine de se projeter dans le futur pour établir une liste d'objets nécessaires au voyage. Non. On voulait rester collé à la douleur de notre deuil pour influencer le sort à satisfaire notre demande. Nous sortir de la merde dans laquelle nous étions. Et c'est comme ça qu'on a pris la route en grand deuil, toutes les trois de noir vêtues, de la tête aux pieds. Avec, en ce qui me concerne, juste une robe de rechange en nylon bleu foncé et 3 culottes. On avait un peigne pour nous trois. C'est ma grand-mère qui l'a retrouvé dans le fond de sa grande sacoche. On n'avait bien sûr réservé aucun hôtel le long du trajet, et le premier jour on s'est coltiné comme des romanichels d'hôtel en hôtel, qui soi-disant étaient complets, ne pouvaient nous accueillir. Alors qu'on s'apprêtait à dormir à la Belle Étoile à côté de la voiture, un miraculeux hôtel en réfection a accepté de nous héberger. Il faisait presque noir, on crevait de faim et de fatigue. Mais nous avons passé une nuit merveilleuse, en plein milieu d'un chantier qui n'avait plus de fenêtres, plus de revêtement de sol et qui sentait le plâtre mouillé. Mais ce fut bon quand même. Le lendemain, dès le réveil, ma mère nous a informés de ses objectifs. On roule jusqu'à 16 heures. Et là, on se met à chercher un hôtel. Et on prend la peine à ce moment-là de se recoiffer, de se rendre présentable avant d'investir la réception. Je ne vous parlerai pas de Lourdes. J'ai trop à en dire. Et je ne voudrais pas bousculer ceux dont c'est l'ultime recours. Par contre, je vais vous raconter une anecdote qui m'a permis de lever le voile sur un secret de famille. Ce jour-là, j'avais le volant en main et mes 2 passagères somnolaient. Surtout ma grand-mère, assise à l'arrière. La route était toute droite et d'un monotone exaspérant. Mon cerveau batifolait avec tout ce qu'il avait emmagasiné, et je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je me suis entendu dire « Sais-tu, maman, que les chattes, quand elles s'accouplent et qu'elles poussent des petits cris stridents, eh bien ce n'est pas parce qu'elles ont mal, c'est parce qu'elles jouissent. » Silence de mort dans la voiture. Ma mère regarde derrière elle pour s'assurer que Rosine dort et n'a rien entendu. C'est ok. Alors ma mère dit « Ah, eh bien non, je ne savais pas. » Pour moi, la question n'était pas inconvenable. Ma mère avait toujours mis un point d'honneur à m'élever d'une façon moderne, sans foufouillant, en s'obligeant à dire les choses, même si cela lui était difficile. Elle ne voulait pas que je baigne dans l'ignorance et faire de moi une femme-enfant comme elle. Et c'est seulement 5 minutes plus tard qu'une voix rauque, outragée, chargée de colère, crache dans le silence. « C'est quoi jouir? Ça veut dire quoi jouir? C'est comme ça que tu as élevé ta fille ?» On a arrêté de se parler jusqu'au soir. Et c'est 30 ans plus tard, quand j'ai appris la PNL, que j'ai su faire les liens entre les micro-récits que ma grand-mère distillait au compte-gouttes et qui ne répondaient jamais à ma dernière question du pourquoi. C'est là que j'ai compris. Étant petite, sa mère s'était remariée avec un homme qui s'appelait Narcisse, tout un programme bien sûr, et qui menait la maisonnée à la baguette. C'était dans les années 1890 et dans les villages, eh bien les gens élevaient des poules, des lapins, des cochons pour subvenir à leurs besoins. Alors Narcisse obligeait la petite Rosine de 8 ans à passer la nuit dans la paille avec les cochons, pour éviter soi-disant que la truie ne mange ses petits. Et là la petite Rosine était sans défense, offerte à son bon plaisir et à son sadisme. Alors jouir elle ne connaît pas et elle ne connaîtra jamais. D'où elle a fait de sa fille une femme-enfant, qu'elle a enfermée jusqu'à 21 ans au pensionnat pour la protéger des prédateurs.
et qu'ensuite elle n'a même jamais laissé seule avec celui qui allait devenir son mari. Dit vulgairement, on pourrait dire que ma mère est passée de la tétine à la turlute. Quel traumatisme! Je te pardonne, maman, d'avoir quitté le foyer conjugal par 2 fois en me laissant derrière toi. C'est la fin du voyage à Lourdes. On espère que nos vœux seront exaucés car on a beaucoup payé de notre personne. On ressemble à des chiffonniers. Nos vêtements noirs sont devenus gris de poussière et ils affichent de grandes auréoles blanchâtres en dessous des bras. On se lave tous les jours, mais comme on remet les mêmes vêtements, eh bien, cela ne change pas grand-chose. Mes cheveux mi-longs ont tourné à la catastrophe. Je me les lave tous les jours, mais dans les hôtels bon marché que nous fréquentons, il n'y a que du savon et pas de shampoing. Et en plus, j'ai oublié mon sèche-cheveux pour les défriser. Et tous les jours, le naturel reprend le dessus un peu plus. J'aurai bientôt des poils pubiens sur la tête. Ma petite 2 poils s'essouffle, mais on souhaitait faire le voyage avec elle pour que cela nous coûte moins cher. Et à part 2 crevaisons, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous être agréable. Alors je ne sais pas quelle mouche me pique, mais je suggère à ma mère que nous remontions en passant par Paris. Ma mère n'attendait qu'une chose, c'était sa maison, et elle accepte néanmoins ma proposition. Alors on entre dans Paris par la porte d'Italie et on remonte vers le nord pour rejoindre la route des Belges. Et à peu près à mi-parcours, la voiture se paye un break en crevant un pneu pour la 3e fois. Il est midi. Nous sommes dimanche au milieu du boulevard des Italiens. Alors ma mère empoigne le volant vers la gauche pour me garer sur une providentielle place qui vient de se libérer. Et on se retrouve à 1 mètre des consommateurs de la terrasse de la Romerie, le lieu le plus huppé de Paris-Rive-Gauche. Toute la terrasse nous dévisage la bouche ouverte. Ils craignent qu'on fasse la manche. Et le doigt se pointe en direction de ma grand-mère qui a gardé son fichu sur la tête et qui le porte à l'ancienne, comme les diseuses de Bonaventure. C'est la honte. Et en plus, il faut que nous sortions de la voiture pour pouvoir mettre le cric. Oh, c'est la honte. Alors pour conjurer le sort, je me suis juré de revenir sur cette terrasse avec mes plus beaux atours et de m'imaginer à la place de ceux qui me jugeaient et de m'envoyer de la compréhension et de l'amour pour que je ne connaisse plus jamais la honte de toute ma vie.